Je vous ai apporté une photo du Lavaux, c'est un peu plus spectaculaire qu'une photo de Lausanne, donc, et peut-être un peu plus en adéquation avec la thématique d'aujourd'hui. Donc c'est le clinicien face aux dimensions existentielles de la maladie. Ça va être très clinique, mais je pense vers la fin, vous allez comprendre quel impact ça a immédiatement pour la recherche, et je perdrai peut-être 3 minutes sur la recherche à la fin de mes diapositives. Donc je commence avec une anecdote, c'est Archibald Cochrane, qui est surtout connu pour la médecine factuelle ou la médecine basée sur des preuves, je crois on dit en France, qui a eu une carrière extraordinaire. Il était exposé à toutes sortes de disciplines. Il a fait une sorte d'errance, mais avec beaucoup de succès professionnel. Et entre autres, il a aussi fait une psychanalyse chez Wilhelm Reich pendant des années à Vienne. Donc, il avait aussi une souffrance personnelle. Et donc, c'est un homme qui, à mon avis, est vraiment une richesse incroyable. Et pendant la guerre, il ne s'est pas seulement engagé dans la guerre de l'Espagne, mais ensuite aussi dans l'armée britannique où il était officier. Il était captivé par les Allemands en Grèce. Et puis, il est devenu médecin dans des camps de militaires. Et donc, il décrit un épisode que je trouve fort intéressant. Il y a un moment, un jeune Russe qui lui est apporté dans son lazaret. Et j'ai dit, je l'ai examiné, il avait des grandes cavitations pulmonaires, bilatérales et un frottement pleural sévère. Je pensais que c'était la cause de la douleur et des hurlements. Je n'avais pas de morphine, juste l'aspirine, et qui ne faisait aucun effet. J'étais désespéré. Finalement, je me suis assis instinctivement sur le lit et je l'ai pris dans mes bras. Les hurlements s'arrêtaient immédiatement. Il mourut quelques heures plus tard, paisiblement dans mes bras. Ce n'était pas la pleurésie qui était à l'origine de l'hurlement, mais la solitude. Donc, ça, il a dit, il n'a jamais raconté à quelqu'un. C'était après dans une autobiographie, c'était repris par cet article dans le Lancet, cette passage-là, avec un commentaire très intéressant. Et je prends un peu cette anecdote pour parler du clinicien face à des dimensions existentielles, surtout à travers la réponse de Cochrane à cette situation. Je pense qu'elle est assez illustrative, ce qu'il a fait. Je parle d'abord, il a renoncé, il était un peu forcé à renoncer à médicaliser les dimensions existentielles. Il est quand même passé de quelque chose de l'ordre très pathophysiologique vers, faute de médicaments, vers quelque chose qui démédicalisait la situation avec succès. Je pense qu'il a abandonné son désir de remédier à ces dimensions existentielles. Il n'avait plus l'ambition de les faire disparaître ou évacuer. Mais par contre, il a contenu son désespoir. Il a dit « je suis impuissant, je me sens désespéré », mais il a pu contenir ça sur un niveau psychique. Il n'a pas commencé à agir ou fuir le patient. Je pense qu'il a surmonté ses propres angoisses pendant ce moment-là, parce que ça lui a toute résonance que ça fait, les dimensions existentielles, sous les yeux, ça fait résonance à nous. Et notre fragilité, notre finitude et tout ça, je trouve qu'il a surmonté, il a fait un mouvement vers ce patient-là, et il est resté présent, très en lien, en partageant un vécu qui est constitutif de tout être humain. Ça veut dire la vulnérabilité, la finitude, peut-être l'absurdité de la situation dans cette guerre-là. Donc voilà, c'est ces 4 points que je vais aborder. Mais tout d'abord, je vais juste faire un peu du sémantique aussi, parce que c'est effectivement important des fois de quoi on parle. Ici, Boston, dans un review sur la littérature en soins palliatifs, dit qu'il existe une confusion concernant la définition, un manque de compréhension conceptuelle des dimensions existentielles qui sont confondues avec le spirituel. C'est un constat, ça veut dire aussi dans la recherche, on voit des papiers qui franchement sont nébuleux du point de vue définition de quoi il part, et puis après il y a des résultats qui forcément sont très questionnables. Alors juste pour dire, bien sûr, il y a entre le spirituel, le religieux et l'existentiel, il y a des points communs, c'est la question du sens qui les lie quelque part. La spiritualité est une affaire très individuelle, et ça va un peu avec l'ère de notre temps, qui s'individualise de plus en plus, pour le dire gentiment. Donc c'est une expérience individuelle qui est transcendante et qui trouve son sens dans cette transcendance. La religion est un liant, comme disent le mot en latin, il lie la communauté, et il lie la communauté avec le transcendant qui est Dieu ou un autre pouvoir transcendant. Mais la religiosité aussi, il prescrit, il y a des règles, il y a des textes, il y a tout un réseau de croyances dans lequel il s'insère, et donc il trouve là le sens aussi qui est prédéfini, entre autres, par ces textes-là. Et c'est quelque chose de collectif. Et puis l'existentiel englobe les situations humaines,
dans sa globalité. L'existentialisme s'interroge surtout, mais quelles sont ces conditions humaines ? Qu'est-ce qui constitue de la condition humaine de l'homme, hein ? Et comment aussi on peut établir du sens ou pas ? Je reviens sur ça. Donc ces trois différents niveaux sont à différencier et vous allez voir, je reviens sur certains de ces niveaux. Donc, première chose que Cochrane n'a pas fait, il n'a pas médicalisé la situation, faute de mieux peut-être, mais il est arrivé à faire ça. Et ça, c'est une première remarque que j'aimerais faire, c'est, je pense, il faut faire un peu attention quand on commence à parler existence et médecine. On passe avec succès d'un modèle biomédical au modèle biopsycho-socio-spirituel et bientôt socio-spirituo-existentiel. Et puis moi je dirais un peu, attention, quelqu'un des orateurs a dit la médecine a confisqué la mort. Je pense, entre-temps, des fois on peut se demander si ces soins palliatifs n'ont pas un tout petit peu aussi confisqué la mort. Ou la fin de vie plutôt. Et donc, il y a cette Freud appelait du furor sanandi. C'est-à-dire la médecine a une entropie de trouver que leur rationalité est la seule et la plus importante dans le monde. Et la médecine peut être très vite agissant. Balint a parlé de la fonction apostolique du médecin. C'est-à-dire, de nouveau, c'est un peu la même idée, mais simplement 30 ans plus tard, que quelque part, cette mission dans laquelle la médecine se trouve exclut des fois d'autres regards, et je trouve la question qui était dite au début dans les interventions, que ça doit être d'emblée interdisciplinaire et d'emblée pensée large, et c'est le cas, comme j'ai vu, ça je trouve c'est vraiment très très promettant. La médecine a aussi une tendance à faire, donc à agir, mais entre-temps aussi à faire faire. Elle fait faire même des patients des choses. Donc c'est ce constant mouvement contre l'angoisse que génère peut-être la maladie et la fin de vie. Il faut faire attention. Et puis, soyez pas dupes, les patients, ils nous obéissent la plupart du temps. Quand on leur propose quelque chose, ils sont d'accord, parce que pour nous faire plaisir, ils ne s'aiment pas conflictualiser, ils sont dépendants de nous. Donc si on propose ces interventions, je pense qu'on doit être prudent. Donc Cochrane, je pense, dans ce mouvement-là, il est arrivé à ne pas trop médicaliser cette affaire-là. Or, quand je regarde les dernières années comment ça se développait, on a de plus en plus des interventions qui visent l'existentiel pour augmenter l'espoir, exprimer la gratitude, faire le deuil de soi-même, tout un programme pour des patients en fin de vie, exprimer ses émotions, résoudre des conflits, et faire de l'altruisme parce qu'on meurt mieux, régler ses affaires, pardonner avant de partir, etc. Donc se pose la question un peu à qui servent toutes ces interventions. On a essayé de le thématiser un peu avec ma collègue Céline Bourquin, qui est anthropologue et qui travaille à 100% dans notre service depuis 15 ans, où on a formulé une certaine critique. Il faut bien réfléchir avant de déployer ces interventions, un peu qu'est-ce qu'on veut traiter et pour quelles raisons et pour qui. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc avec tout l'enthousiasme autour de l'existentiel, vous avez entre-temps des méta-analyses qui regardent l'existential well-being. Je ne sais pas ce que ça veut dire, franchement. On tourne autour des chiffres, autour de l'espoir, comme 1 litre d'espoir de plus. Enfin, c'est des trucs très mécaniques. Et puis ici, vous avez une citation de Yalom qui disait « La précision des résultats, surtout en psychologie, est proportionnellement sur la trivialité des variables étudiées. A strange type of science. » Donc, cette furor sonandi, je pense qu'il faut vraiment d'autres disciplines pour un tout petit peu le calmer en médecine et ouvrir la médecine à d'autres, et les soins palliatifs aussi, à d'autres dimensions. Voilà. Deuxième aspect, il a accepté l'impuissance, Cochrane. Là, ça va un peu plus vite. Ça, c'est un travail de Mme Kohlreuter qui travaille en soins palliatifs à Zurich avec son mémoire. C'est une psychanalyste. Je ne suis pas malade, je meurs seulement. Elle dit « Nous ne pouvons pas vraiment soulager la souffrance existentielle. Nous ne pouvons même pas dire « je te comprends » car nous ne pouvons pas vraiment comprendre. Chacun meurt sa propre mort et il vit sa propre existence et les défis qui vont avec. Nous pouvons seulement dire « je reste avec toi ». C'est exactement ce que Cochrane a décidé de faire. La troisième, c'est la résonance angoissante que ces patients font en nous. Ça, c'est Karl Jaspers, qui est philosophe et psychiatre,
qui est venu à Bâle, un Allemand d'origine. Et lui, il parlait des situations limites. Et la fin de vie est typiquement une situation limite. Il disait, dans les situations limites, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de convention sociale. On doit bricoler, chacun pour soi, et nous, comme cliniciens, avec les patients. Donc c'est du bricolage. Il n'y a pas de règles prédéfinies, comme souvent la médecine a tendance à instaurer. Et les situations limites, il a dit, il y a 5 thèmes qui sont définis par les situations limites. C'est la confrontation avec la mort, que Sigmund Freud j'ai mis dans les existentialismes, parce que c'est une question, je reviens sur lui, il pensait de la mort comme irreprésentable, quelque chose non pensable de nous-mêmes, mais je reviens sur ça quand 2 slides plus tard. Il y a la question de la liberté et de la responsabilité. C'est des patients, par exemple, qui arrêtent les traitements anticancéreux à un certain moment. C'est très angoissant. On doit prendre la responsabilité, ce n'est pas facile pour l'homme. Mais en même temps, ça peut aussi être force de soulagement quand les décisions sont prises. Là, Sartre, bien sûr, un des grands représentants de cette thématique-là. La question de l'isolation, comme disait Mme Kohlreuter, on est seul, il y a des choses non partageables qui sont inaccessibles à autrui. Et il y a une question dedans aussi de la séparation, effectivement, avec la mort, la séparation ultime et plus radicale, qui a été thématisée par Heidegger. Et puis la question du sens et de l'absurdité qui fait partie des situations limites. Et puis, fin compte, la vulnérabilité, on a déjà parlé, que Yalom, je trouve, traite très bien. Maintenant, je viens au 4e. Qu'est-ce qui est nécessaire donc, dans des situations limites? Je pense que c'est simple à dire, mais très difficile à incarner. C'est rester présent en toute intranquillité, parce qu'on n'est pas tranquille avec ces situations-là. Ils nous angoissent et ils résonnent en nous, ils nous rappellent de nous-mêmes que nous aussi, on pourrait bientôt être dans cette situation. Donc, le lien, l'expérience partagée, c'est comme Winnicott disait, je ne peux pas enlever le destin du dos de mes patients. Par contre, si je m'approche de leur vécu, il y a un peu moins de solitude, et c'est ça le soutien. Et ça demande beaucoup de force, je trouve. Il faut que le clinicien ait une certaine extrospection, donc il doit regarder ce qui se passe autour de lui, mais peut-être pas que le patient, mais c'est un peu plus haut dans l'institution, comment ça fonctionne notre société, mais aussi de l'introspection. Je pense autrement, on ne peut pas contenir ce genre de situation. Et puis, je pense qu'on aurait intérêt de lentement arriver à une distinction entre dimension existentielle et détresse existentielle. Je suis absolument d'accord qu'il faut traiter les détresses existentielles, même avec une sédation, quand ça devient insupportable, comme j'ai récemment vu avec un ami de moi qui est décédé, où la sédation était le seul moyen vraiment de lui aider. Donc, bien sûr, là, on est très content de la médecine, mais les dimensions existentielles, ils sont là, ils sont ontologiques. On ne peut pas raison de les traiter. Voilà. Pour finir, je pense que la relation thérapeutique permet, dans ces 5 grandes thématiques, une certaine dialectique. Bien sûr, la mort est impensable, mais ensemble, on peut de temps en temps le regarder quand même. Dans mon expérience clinique, mais pas toujours, mais de temps en temps, on peut le regarder ensemble. Et je pense, pour revenir à Freud, Freud avait dans ces périodes-là où il était confronté avec la mort, par exemple de son père, avec son propre mort, il avait des grandes poussées aussi créatives. Donc, je veux dire, bien sûr, c'est horrible et bien sûr, c'est angoissant, mais pas toujours et pas pour tout le monde. Et je pense que là, il y a une certaine dialectique que la relation thérapeutique peut aider. Après, il y a la liberté et la responsabilité. Comme j'ai dit, oui, c'est angoissant de prendre la liberté et la responsabilité des arrêts de traitement. En plus, dans le shared decision making, il y a beaucoup de shared responsibility, donc vous décidez, plus nous les médecins, ce que je trouve aussi une évolution assez angoissante, mais il y a aussi une certaine fierté des fois et un certain soulagement qu'on a pris des décisions parce que l'angoisse baisse. La question de l'isolation, Heidegger a toujours dit « Sein ist mit sein », donc être, c'est être avec. Et donc là, il y a aussi une dialectique. On n'est pas complètement seul non plus, c'est pas vrai. On est connecté, mais on est en même temps seul. Et puis l'absurdité, bien sûr, si vous avez un ancrage religieux, cette absurdité n'existe pas, mais pour beaucoup de personnes aujourd'hui, à la fin de vie, il y a une certaine absurdité, mais il y a toujours des îlots de sens, je pense, qui peuvent émerger, soit parce qu'on fait un traitement où on continue de vivre pour quelqu'un, soit un sens
biographiques, psychologiques que les gens ils trouvent eux-mêmes d'habitude face à cette idée un peu incontrôlable de l'absurdité. Et puis la vulnérabilité, je pense, oui, on l'a, mais on a aussi de l'aide avec cette vulnérabilité. Et là, les soins palliatifs, je pense, ils jouent un rôle très, très important parce qu'on ne doit pas forcément accepter sa vulnérabilité. Je n'aime pas trop ce discours de l'acceptation, mais on peut lentement arriver à vivre avec les ressources humaines et techniques aussi que les soins nous mettent à disposition. Donc, pour finir, pourquoi tout ça? Je pense si on veut faire des avancements dans la question de la communication, interaction, clinicien fin de vie, avec patient en fin de vie, je pense franchement le clinicien doit devenir l'objet de nos recherches. Nous avons en Suisse lancé un projet national de recherche fin de vie 2016, je crois. C'était très fructueux. Ça a vraiment fait un boost pour la recherche, pour la clinique, pour des projets plus modestes, je pense que vous pourrez réaliser, mais il y avait quand même aussi d'autres disciplines associées. Et de ça est venue vraiment la ligne de recherche que Sarah a mentionnée avec cet anthropologue. Il y a aussi un philosophe qui travaille avec moi, mais lui seulement à 20%, où on essaye vraiment de voir différents aspects, par exemple le vécu du clinicien face à ces situations ou d'autres, la question de la formation d'identité des cliniciens, comment comme jeunes médecins ils se constituent, ou par exemple les effets de la supervision, que je suis persuadé qu'est un des moyens les plus puissants pour avancer avec ces questions. Et de mes expériences avec les oncologues, par exemple, ils sont très prêts à très vite mettre sur le tableau aussi leur propre vie, leur biographie, leurs angoisses, et commencer à faire des liens qu'auparavant, ils ne voyaient pas tellement. Donc voilà, moi j'espère que cette plateforme est très promettante, et bravo alors, et merci à vous. Merci beaucoup, Fritz, de cette présentation extrêmement brillante et complète. J'ai quelques questions, mais je voudrais donner d'abord la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un a une question, une intervention? Oui, Gisèle Svechkov. Peut-être que chacun se présente au moment où il prend la parole. Bonjour, Gisèle Schwetzov, je suis médecin au centre Léon Bérard, centre anticancéreux de Lyon, et prof associé de médecine palliative. Merci beaucoup, je me suis absolument régalée à vous écouter. Et j'ai beaucoup aimé il me semble qu'il y a un élément de résistance dans ce que vous dites qui nous est nécessaire. Hier est sorti dans les Échos un article qui s'intitulait Vers un monde sans douleur, et qui était soutenu par le fait qu'il y a de nouveaux médicaments qui arrivent avec le développement de la compréhension des mécanismes de la douleur. Donc j'ai bien entendu la fureur de soigner des médecins, mais que je connais bien, pour la vivre à l'intérieur. Mais comment est-ce qu'on pourrait arriver à travailler sur la fureur de faire de notre société néolibérale, faire avec des médicaments, faire avec de la tech, avec des applis, avec... quelqu'un dit un truc, tac, on fait une réponse immédiatement, on n'a pas le temps de laisser venir un doute. On a entendu hier l'exemple de cette euthanasie d'un criminel en Espagne, avec un mois entre le moment où il fait la demande et où l'euthanasie arrive. Pas pour dire qu'il ne faut pas aller vers ce type de solution, mais sur le temps. Enfin, voilà, j'ai été très sensible à la dimension de résistance que vous nous proposez. Comment on intègre ça dans des questions de recherche ? Oui, mais je pense qu'un des clés de lecture, vous avez dit, c'est la vitesse dans laquelle on décide aujourd'hui. Et le temps, il y a une telle accélération du temps et une telle compétition aussi, que souvent chaque avancement technique, il a des effets secondaires qu'on peut résoudre avec un avancement de la technique. Je veux dire, pour le dire simple, avant les avions, il n'y avait pas de crash d'avion. Bon, après, il fallait inventer des monitorings, je ne sais pas comment on s'appelle techniquement, pour qu'ils ne se touchent pas, etc. Mais tout le temps, je pense, de plus court, on est dans l'action, de moins ces effets secondaires sont pensés en avance. Donc, si on pourrait un tout petit peu décélérer des fois les processus d'introduction des nouvelles méthodes et tout ça pour se donner le temps, et je pense là, les amis sociologues, anthropologues, etc.,
peuvent nous apporter quelque chose avant d'être dans cette fuite en avant, ce serait bien. C'est un principe un peu général. Si on peut décélérer un peu, ce serait bien pour nous tous. Je ne pense pas que le monde va dans cette direction, mais comme aussi la décroissance, une proposition comme ça, parce qu'on voit bien qu'est-ce que ça nous cause sur le plan de vue climatique. On va probablement cramer dans l'accélération, hein. Enfin, peut-être pas si loin que ça. Moi, j'ai pas de. La seule chose qu'on peut, je pense, c'est ce qui a été dit aussi ce matin dans vos interventions. La médecine est un miroir de la société et ces deux choses vont ensemble. Il faut absolument. Et les médecins je trouve, ont une certaine crédibilité dans la société. Je pense que ça peut vraiment être win-win. Je pense en Suisse, par exemple, il y a des médecins très, très connus qui ont un discours sur le climat qui est écouté parce qu'ils ont l'autorité dans la population. Donc je pense que ces deux choses, société et médecine, comme vous avez conçu, moi je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire. Et après, Inch'Allah, hein, c'est... Il y a la question du temps, il y a la question de la valeur positive raccrochée au temps court, qui est vraiment comme si ceux qui n'étaient pas dans le temps court étaient dévalorisés. Je pense que c'est une dimension supplémentaire qui potentiellement peut restreindre la liberté de choix. Vous aviez une question ? On voulait vous présenter. Sylvie Dolbeau, médecin psychiatre à Curie, on se connaît bien. Merci beaucoup pour l'intervention. Est-ce que tu peux juste dire un peu plus ce qui se passe autour de la notion d'intranquillité et d'où ça vient? Et aussi, si une question plus générale, quelqu'un ce matin a dit qu'il y a 56 disciplines potentielles qui pourraient être concernées. Mais pour toi, si on doit travailler sur la sémantique, lesquelles seraient à mettre au travail en premier? Si c'est possible de répondre à cette question. Alors, pour la dernière question, ce qui me semble important, c'est que c'est le clinicien travaille avec les chercheurs, mais que c'est des chercheurs embarqués quand même. Moi, je crois beaucoup, quand ils sont à l'intérieur, pour ces histoires de sémantique, déjà, on passe beaucoup de temps pour se comprendre. Cette anthropologue avec qui je parle, on fait tous ensemble depuis 10 ans, donc elle est assez psychologue entre-temps. Et moi, je suis devenu un tout petit peu anthropologue, je pense. Donc moi, je crois à ça. Et ça, c'est des fois pas si simple, parce que les postes cliniques, ils ne prévoient pas d'autres disciplines. Hein, donc, il fallait un peu se battre. Mais ça peut commencer avec un projet de recherche et après, peut-être, l'institution trouve quand même un intérêt et commence à continue à financer un bout. Donc moi, maintenant, les disciplines, moi, personnellement, je pense beaucoup à l'anthropologie, sociologie, c'est quand même pour faire le lien avec la société. Je crois que la psychologie a un mot à dire dedans, parce que c'est le monde interne, il y a le contexte monde interne. Après, il y a bien sûr toute autre discipline que je ne veux pas exclure. Moi, je travaille avec ces deux-là, et un peu avec le philosophe ensemble. Et l'intranquillité, la question était d'où ça vient? Je pense que c'est qu'on est confronté au même destin comme les personnes qu'on soigne. Chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est en mauvaise destin, posture, ça résonne en nous. Je pense que c'est quand même quelque chose, c'est contaminant quelque part. Mais heureusement, sans résonance, on serait un peu des robots face à ces personnes-là. Après, il faut un peu pouvoir aussi se protéger. Et là, de nouveau, je pense que la supervision individuelle peut faire beaucoup pour qu'on n'ait pas dans une sorte de résonance qui fait des implosions à la fin. Mais ces résonances-là, si on traverse ce domaine-là, on ne peut pas le faire sans. Il y a un minimum de souffrance, je pense aussi pour nous, on ne peut pas éviter. Et une vie totalement absente. Et puis la souffrance, c'est un peu, je peux paraphraser un peu, c'est aussi des moments, je trouve, qui aujourd'hui sont connotés très négativement. Je ne dis pas, moi je souhaite personne des malheurs, mais parfois il faut aussi se rappeler que c'est des moments de vie extrêmement intenses. Je me viens juste en tête, Leonard Cohen, il a dit une fois, l'amour c'est comme une plaie ouverte, mais si tu l'as pas, c'est pire. Donc c'est un peu ça, il y a un bout, si on s'extrait de ça, ok, on peut aussi travailler, je sais pas, derrière un bureau et puis faire des chiffres. Oui. Bonjour, Chloé Prodhomme, je suis maîtresse de conférences et praticien hospitalier à Lille. Merci beaucoup pour votre présentation que j'ai trouvée vraiment remarquable et extrêmement pédagogique. Notamment pour les jeunes cliniciens. Vous parlez de l'identité des jeunes en formation.
Et moi, je voulais vous poser la question, quels seraient parce qu'on parle beaucoup de compétences, notamment des cliniciens. Pour autant, dans nos formations, beaucoup venant d'ailleurs des soins palliatifs et puis repartent et sont malheureux finalement avec notre enseignement parce qu'ils ne peuvent pas forcément mettre en œuvre cette intranquillité dans un environnement suffisamment sécurisant. Quelles clés, quelles ressources on peut trouver sur les gouvernances, les institutions, les environnements pour permettre aussi aux cliniciens de faire face Je peux vous donner un exemple clinique, comment ça peut quand même marcher un bout. On a des groupes qu'on appelle OSLER sur l'identité des jeunes médecins dans l'institution, dans différentes disciplines. Une, c'est que j'anime avec un collègue intensiviste, avec les jeunes intensivistes. Et là, il y a beaucoup de thèmes qui émergent, qui me semblent très importants. Pas seulement qu'il perd toute insouciance quand il entre dans ce domaine-là, parce qu'il voit des horreurs, mais aussi il décrit des phénomènes, par exemple, qu'après 1 ou 2 semaines, on sait que ce patient, on devrait le débrancher, enfin, il faut arrêter les traitements. Personne ne le fait. Tous le pensent individuellement, personne ne le fait. Et de plus longtemps ça dure, de moins ils sont prêts à l'arrêter. Et ça dure des fois des mois et des mois. Et à cause de différentes choses, la discontinuer les soins des semaines, qui fait une dilution de la responsabilité. La semaine prochaine, il va faire la décision. On ne sait pas l'état avant, donc on dit « oh non, bon, on attend ». Mais il y a aussi une sorte de culpabilité, je pense, de n'avoir pas fait. Donc ce genre de thématiques ont émergé et ils ont dit « maintenant, nous, on veut réintroduire, ce qui était éjecté, des colloques où autour des situations, on parle tous ensemble avec les corps infirmiers, qui est des fois un peu plus sensibles, et qui dit « mais quel est le projet thérapeutique de ces patients ?» Donc dans cette éthique de tous les jours, ils ont évacué ces colloques. Et je pense, si ils font ça, moi je trouve que c'est déjà un bon moment institutionnellement de décélérer, ouvrir un espace. Et je pense que les cliniciens, ils sont prêts à penser ça. Je pense que c'est pas, ils ont leur défense et tout, mais s'ils s'arrêtent un moment, je pense qu'ils sont capables. Donc ça, c'est par exemple des dispositifs qui peuvent être utiles.